Comment faire pour faire changer les choses? On a deux options. La première, c'est de convaincre, par le biais des chiffres, par le biais de l'émotion, grâce à des arguments, des études scientifiques, et puis même des objets culturels, des films, des séries, des musiques, qui vont vous amener à réfléchir et à penser autrement. Le souci, c'est qu'on n'a pas toujours le temps de tenter de convaincre, ceux qui parfois sont déjà au courant, mais n'ont tout de même aucun intérêt à changer d'avis. Alors dans ce cas-là, on se dit que le moyen d'être le plus efficace, c'est de mettre la pression, de laisser bien comprendre à l'autre qu'il n'a de toute façon pas le choix. Et ça peut passer par la violence. Une violence qui peut être autant provoquée par la colère et la détresse que par la concrète envie de changement. Je suis allée voir le film The System dans le cadre du Festival international du film pour les droits humains. Et là-bas, j'y ai rencontré Nicolas Framont, qui a lui-même bien réfléchi sur le sujet de la violence. Il est cofondateur de Frustration Magazine, sociologue et écrit plusieurs livres, dont l'un d'entre eux sur Luigi Mangione, le mec qui est accusé d'avoir tiré sur un CEO américain d'une grande compagnie d'assurance. La violence, souvent, on l'efface. On tente d'effacer la violence des militants qui semblent avoir participé à certains changements sociaux. Par exemple, on montre toujours les suffragettes avec des pancartes et jamais avec des bombes qu'elles faisaient tout de même exploser. Et puis on efface la violence du capitalisme pour tenter de le rendre plus acceptable, parce que c'est une violence qui serait moins frontale, une violence qui tue, certes, mais qui ne nous permettrait pas de pointer un seul coupable. Bref, je vous laisse avec ma conversation avec Nicolas Framont sur le sujet. On a tous les deux vu le film The System. C'est un film dans lequel 3 militants pour la cause du climat se questionnent sur l'usage de la violence. Est-il légitime? Est-il irrémédiable? Je sais pas, moi j'ai pas la réponse. Va falloir écouter la suite de la conversation. Donc là, aujourd'hui, on est au Festival international du film pour les droits humains. Je suis avec toi pour avoir une conversation, notamment sur le sujet du film qu'on vient de regarder. Donc pour le contexte, on a regardé un film qui s'appelle The System, dans lequel on suit plusieurs militants. Un des sujets que tu abordes et que tu as amené à aborder pendant ce festival, c'est notre rapport à la violence. Et déjà, je vais te poser du coup la pire question pour commencer. Comment est-ce que toi, tu définirais la violence? En fait, le problème de la définition de la violence, c'est que c'est très politique. Donc en fait, moi je pourrais te donner ma définition de la violence. Par exemple, moi j'estime que la violence, c'est s'en prendre aux personnes. C'est des violences à l'égard des personnes. Je trouve ça choquant qu'on ait les mêmes mots pour parler des violences envers les personnes et des violences envers les biens. Par exemple, quand on dit qu'il y a eu des poubelles brûlées pendant une manifestation et qu'on dit que ça a été une manifestation émaillée de violence, j'estime que le terme est inadéquat. Je pense que le problème de la violence, et c'est pour ça que moi je vais plutôt parler de rapport de force, c'est que c'est un terme qui est défini d'en haut. Et que, on le voit bien, le traitement médiatique, politique de choses qui arrivent dans le monde va pas se faire de la même façon. Si on va parler de morts en Palestine, elles auront moins de valeur, quelque part elles seront définies comme moins violentes que des morts en Ukraine ou ailleurs. En fait, il va y avoir une sensibilité médiatique qui va dépendre des zones géographiques et des personnes concernées. Il y a des milliers de gens qui meurent en traversant la Méditerranée chaque année. Ces morts-là, elles font pas vraiment l'objet d'une couverture médiatique importante, par exemple. Et pareil pour les gens qui meurent dans la rue. Donc en fait, moi je trouve que le problème, c'est que la perception de la violence, elle est très définie par qui est la victime et qui est le responsable. Et c'est pour ça que c'est épineux de définir ce terme-là, parce qu'il est forcément lié à un contexte. Et ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, où justement tu as commencé en parlant de cette violence visant les objets, et qu'en fait elle nous paraît si violente justement parce qu'on est dans un système capitaliste qui apporte une valeur toute particulière au matériel. Et c'est un truc que ça me fait une très bonne transition pour la suite, dans Saint Luigi, dans lequel tu parles de Luigi Mangione, je tiens en italien, qui donc est encore accusé, je crois, aucune décision de justice n'a été rendue, d'avoir tué le CEO d'une grande compagnie d'assurance américaine. Et tu parles justement de cette perception de la violence à deux vitesses, la violence quand elle est organisée sous un si grand système c'est difficile d'y mettre un visage, parce que c'est la violence d'un système assurantiel américain qui laisse des gens mourir avec le cancer, en gros, et la violence du mec qui un jour prend un flingue et tire sur quelqu'un, Ouais, en fait, il y a une violence d'un côté qui est caractérisée, parce qu'il y a énormément d'institutions qui sont là pour la caractériser, des médias, un système judiciaire qui, par exemple, savent traiter le meurtre comme étant un acte violent. Et ensuite, il y a tous les meurtres qui ne sont pas reconnus comme tels et qui sont des effets directs ou indirects de la violence du capitalisme. Et cette violence du capitalisme-là, moi, j'ai un chapitre qui s'appelle « Donner la mort par PowerPoint », parce que je pense que
moi, ce que j'ai vu dans les grandes entreprises, où j'ai travaillé comme consultant pour les représentants du personnel, par exemple, c'est que des décisions qui avaient des conséquences tragiques, par exemple, un plan de licenciement collectif, ça a forcément des conséquences tragiques. Le chômage, ça tue des gens, ça provoque des dépressions, de l'alcoolisme, des divorces, etc. Bon, bah, ces décisions, elles sont prises par le biais d'outils et de discours qui euphémisent énormément ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment présenter le plan de licenciement comme une bonne chose, en fait. Et ça, pour ça, je dis PowerPoint, parce qu'en fait, il y a des présentations qui permettent d'atténuer ça. Et j'utilise aussi, je parle aussi de PowerPoint, parce qu'aux États-Unis, il y a eu un immense scandale sanitaire qui produit encore des effets. C'est le scandale de l'Oxycontin, donc un antidouleur extrêmement puissant, extrêmement addictif, qui a créé vraiment, on est au moins à 500 000 morts depuis le début des années 2000. Et en fait, il y a un cabinet de conseil, McKinsey, qui allait conseiller l'entreprise qui avait commercialisé ce produit-là, en sachant quels étaient ses effets. Donc cette entreprise, c'est Purdue Pharma. Ce cabinet de conseil McKinsey avait fait des PowerPoints qui expliquaient concrètement comment, bah oui, il y avait des zones avec une plus grande mortalité à cause de médicaments. Et voilà, c'était présenté par des petits bonhommes comme ça. Et en fait, dans cette zone-là, on va faire plus de remises pour les pharmacies pour qu'elles continuent de prescrire ce médicament-là. Donc c'est aussi comment la violence par PowerPoint, la mort par PowerPoint, c'est comment, en fait, il y a une sorte de filtre qui est mis entre la décision et la mort, qui permet de protéger moralement, médiatiquement, politiquement, ceux qui s'en rendent responsables. Et le capitalisme, c'est toutes ces morts qui sont en fait acceptées, acceptables, et qui ne vont pas être qualifiées comme des meurtres. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au-delà de la façon dont ça joue sur ce qu'on accepte du fait de cette violence qui est commise par les entreprises, ça revient aussi de la violence à laquelle on participe activement. Enfin, ce que tu dis, ça me fait penser à un article que j'avais lu dans Le Monde, c'était une tribune qui était titrée quelque chose comme si on demandait aux consultants d'inventer les goulags aujourd'hui, ils le feraient sans s'en rendre compte. Et c'était en réaction à ce qui s'était passé avec BCG, qui a littéralement, s'est vu commander un plan de réaménagement de la bande de Gaza post-génocide, et qui a dit, une fois que c'était rendu public et que ça avait fait une réaction médiatique, « Ah, oups, pardon, on s'était pas rendu compte, on avait tellement la tête dans le truc de la dinguerie à laquelle on participait. » Et c'est ça, c'est que tu te dis constamment, et c'est même des trucs que je vois dans mon rapport moi-même à mon travail, ou dans le rapport de mes potes, « Ah mais non, mais c'est pas tant ma faute, c'est celle du N+75 qui a probablement lui-même une autre raison de se justifier, quoi. » Oui, en fait, la violence du capitalisme, elle est désincarnée et elle produit une chaîne d'irresponsabilité, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui vont... en fait, il y a plusieurs personnes qui appuient sur le bouton. Et l'exemple que tu donnes sur BCG et la bande de Gaza, je pense qu'il est absolument parlant. Mais moi, je pense que là-dedans, il y a une part de fausse conscience. En réalité, on ne veut pas savoir à quoi on participe. Moi, récemment, on parlait d'un ami qui connaissait quelqu'un qui était ingénieur pour MDBA, qui est une grande entreprise d'armement à Bourges, et où en ce moment, il recrute énormément. Et en fait, il expliquait que travailler sur telle torpille lui posait pas tant de problème moral. Et là, il se couvrait en disant de toute façon, il faut bien se défendre. Voilà. Donc en fait, on voit qu'il y a énormément de discours à notre disposition, ou en tout cas à la disposition des décideurs, parce que c'est vraiment eux qui... on n'est pas tous co-responsables de ce qui se passe, il y en a qui sont plus responsables que d'autres, et c'est plus responsable que d'autres. Ils ont énormément de discours, voire de procédés technologiques. Je parlais de PowerPoint, mais on pourrait parler de toutes ces solutions de calcul qui permettent en fait de désincarner les conséquences humaines de ces actes. Ils ont énormément de stratégies pour bien dormir la nuit, en quelque sorte. Et je suis persuadé, malheureusement, qu'ils dorment très bien la nuit. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de violence et de politique en même temps. Il y a eu l'événement Quentin Derenque, et notamment la minute de silence qui a été rendue en hommage à ce dernier à l'Assemblée nationale. Minute de silence sur laquelle on revient beaucoup aujourd'hui, notamment, et hier, depuis les révélations de Mediapart sur les tweets néo-nazis tenus par un militant néo-nazi. Et c'est une conversation qu'on avait déjà eue quelques mois auparavant avec la mort de Charlie Kirk. Et en fait, ce que je constate, je me rends compte du tabou que ça a créé dans les prises de position de chacun, les réactions de chacun vis-à-vis de ces événements-là. Enfin, on l'a vu, aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur la gauche aurait-elle dû quitter l'Assemblée nationale au moment de cette minute de silence, et d'autres qui disent « bah non, en fait, on peut pas aujourd'hui... tenir une autre position publique que celle de l'inomie face au meurtre politique. » Comment toi tu réfléchis à ça ? Moi, ce que je vois, c'est que la séquence de Rank, tout comme la séquence Kirk, il y a une sorte de chantage affectif ou de prise d'otage émotionnel, c'est-à-dire que on nous montre un meurtre, on en donne
à aucun moment les éléments de circonstance. C'est-à-dire que toute la classe politique française et médiatique ont dû réagir alors même qu'on ne savait rien de ce qui s'était passé. Ni de pourquoi, comment, qui était cette personne, qu'est-ce qu'il était en train de mettre en œuvre. Maintenant, on commence à le savoir, hein, mais en fait, c'est pas une surprise pour les gens qui s'étaient un petit peu intéressés au dossier et qui ne s'étaient pas laissés avoir par cette propagande médiatique. C'est qu'en fait, il semblerait que ce jeune homme faisait partie d'un groupe qui envisageait une action violente ou en tout cas d'intimidation face à une conférence, que c'était bien, bel et bien un militant néo-nazi. Il y avait beaucoup d'indices dès le premier jour, mais qui ont été mis de côté au profit d'un narratif qui permettait en fait de faire le procès de la violence de l'extrême gauche. Et c'était pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était encore pire sur la mort de Charlie Kirk, c'est que le gouvernement Trump a accusé l'extrême gauche, alors même qu'en fait, à la fin, elle n'avait absolument rien à voir avec le meurtre. Donc en fait, ce que vont faire, et là, je pense qu'il y a une vraie hypocrisie par rapport à la violence. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens s'en fichent de savoir qui est mort, pourquoi, comment. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que lors de la mort de Quentin Durand, qui est quelque chose de très révélateur, qui n'a pas été assez commenté, qui a eu lieu, c'est que le premier visuel qui a été diffusé par l'extrême droite dans tout le pays, c'était la tête de quelqu'un qui n'était pas Quentin Durand, qui s'avérait en fait être un militant RN des Pyrénées-Atlantiques. Aucun rapport. Mais en fait, ça montre le peu d'hommage qu'ils ont pour la mort, finalement. C'est ça, c'est l'instrumentalisation à son point le plus haut. En fait, ils ont direct sauté dans l'instrumentalisation, dans ce chantage émotionnel qui consistait à dire soit vous êtes en hommage, soit vous faites un hommage à notre camarade néo-nazi en réalité, soit vous êtes pour le meurtre. Évidemment, personne en France à gauche est pour le meurtre politique. Genre, ça n'existe plus, ça n'existe pas. Donc en fait, tout le monde s'est retrouvé piégé. Et tous les gens qui se sont exprimés sur l'affaire ont dû, en fait, quelque part, rendre cet hommage-là. Ils ont été pris dans un piège émotionnel dont, moi, maintenant, je critiquais pas leur position parce qu'il était difficile de le sortir. C'était un véritable coup monté médiatique et politique qui visait non pas, finalement, à prévenir la violence, mais en fait à stigmatiser un bord politique qui est la gauche radicale. Ça a été une opération, et cette opération, elle n'a eu aucun égard sur la victime, vraiment. Concernant justement ce rapport à la violence politique, je pense que, enfin, je sais pas ce que tu fais de ton week-end, je sais pas si t'es un Toto Anard la nuit quand t'es en dehors des radars, mais généralement quand on est à ce genre d'événement, quand on participe à une forme d'activisme sur les réseaux sociaux, c'est qu'on croit plutôt en quelque chose qui serait lié à la bataille culturelle, quelque chose enfin, on a un peu lu Gramsci, on se dit en fait moi je crois encore au fait qu'on peut convaincre les gens et que s'il y a des gens qui ont un travail un peu plus coup de poing et pour mettre la pression sur les institutions, ils ont totalement raison de le faire et ils font ça de leur côté, et moi je vais agir sur un autre paradigme qui est peut-être un peu plus réformiste, mais qui est celui de se dire je vais jouer des outils de la culture, quoi. Le fait est qu'aujourd'hui, on le voit, le fascisme continue de progresser, c'est de plus en plus difficile de s'exprimer sur les plateformes. Moi, ce que je commence à me demander, c'est est-ce que la bataille culturelle, c'est assez, voire même, est-ce que parfois, la théorie et la culture, c'est pas un frein à l'action concrète ? Moi, je le crois vraiment. Ouais. Et par ailleurs, moi, j'utilise les réseaux sociaux, j'essaie de porter un discours, mais moi, mon discours, je l'inscris pas dans une bataille culturelle, en réalité. Ok. Et moi-même, mon action en tant que citoyen, c'est aussi du militantisme concret, etc. C'est aussi de la participation à des mouvements sociaux, et ce depuis très longtemps. Moi, j'ai toujours pensé que c'était l'action qui allait nous sortir de tout ça, et que la bataille culturelle, on a trop tendance à insister dessus. Et je vais expliquer pourquoi, et ensuite te dire ce que moi je pense qu'il faut faire de nos discours, enfin en tout cas de ce que moi je fais de mes discours. Donc la bataille culturelle, elle a deux volets qui moi me posent problème. En réalité, elle se traduit concrètement par deux choses. C'est sensibiliser les gens. C'est-à-dire, on va dire, il faut convaincre, il faut expliquer, il faut que tout le monde comprenne bien quels sont les enjeux, comme ça ils auront envie de nous suivre et de tout changer. Bon, pour moi, cette stratégie, elle est... à la fois elle est intéressante et je le fais un peu, Frustration Magazine on le fait un peu, c'est-à-dire qu'on est informatif, on dit il y a telle chose, etc., que vous pouvez mobiliser ensuite autour de vous, mais je pense que c'est un peu court. C'est que moi je pense que on n'est plus dans une période où il y a un problème de conscience, on est dans une période où il y a un problème d'action. C'est-à-dire que par exemple, on en a parlé tout à l'heure lors de la conférence, le réchauffement climatique, la plupart des gens sont au courant, vraiment. Il y a des gens effectivement qui sont dans le déni, il y en aura toujours, voilà. Mais je suis désolé, les gens qui sont dans le déni, c'est pas la majorité des gens, en tout cas pas en France, pas en Suisse non plus. Donc la question c'est pourquoi du coup ils n'agissent pas ? Pourquoi ils n'agissent pas ? Parce que ils n'ont aucun outil pour agir. Et voire même
les outils qui vont être promus, moi ce que je trouve fou, c'est le contraste par moment entre des positions très alarmistes d'activistes écologistes sur les réseaux sociaux qui disent « Regardez, l'humanité court à sa perte » et le mode d'action qu'ils proposent, à savoir la pétition et l'interpellation sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça qui est fait. Et ce contraste, au bout d'un moment, il devient absurde. C'est-à-dire tu peux pas dire à la fois « On va tous mourir dans 30 ans » et dire « Dans ce cas, interpeller Emmanuel Macron sur son compte Instagram ». Tu vois le contraste. Envoyer en masse le mail. Voilà, envoyer en masse ce mail. Et ça, moi, au bout d'un moment, je trouve que ça devient comique. Ça devient comique et je comprends qu'on fasse ça puisque pour l'instant, pas d'autres modes d'action ont été pensés. Et le deuxième volet de la bataille culturelle, moi, que je critique beaucoup, c'est l'adresse aux dominants. C'est-à-dire, on va dire, voilà, il faut que Gabriel Attal, il faut qu'Emmanuel Macron, il faut que l'ONU, il faut que l'OMS comprennent ceci, cela. Mais les infos, ils les ont. Eux, ils n'ont pas besoin qu'on les convainque. Total a l'info du lien entre émissions carbone et réchauffement climatique depuis les années 70. Ils ont le rapport sur la table. Ils se le passent de PDG en PDG. Ils sont tous parfaitement conscients du problème. Donc encore une fois, c'est pas un problème de conscience, c'est un problème de levier d'action. Et donc moi, finalement, mon écriture, mon discours, etc., il n'a pas tant vocation à dire « Regardez les gens, je vais vous donner des chiffres, comme ça vous allez pouvoir tirer les conclusions eux-mêmes. » Non, moi, j'essaie de créer quelque chose qui soit entre la culture, enfin en fait, c'est pas de la culture, c'est du discours, certes. C'est vrai que c'est ça mon arme et c'est ça ma compétence, même si j'en ai d'autres que j'utilise ailleurs le week-end. Mais par contre, je veux que mon discours il soit propulsif. C'est-à-dire que les gens, quand ils sortent d'une conférence, d'un truc avec moi, et avec mon équipe, ou quand ils lisent un article de Frustration Magazine, ils aient envie d'agir. Et potentiellement qu'ils aient des pistes concrètes pour le faire. Et donc nous, en fait, on est un média, par exemple, de réflexion stratégique sur comment on peut renverser le capitalisme écocidaire, par exemple. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et franchement, le paradigme de la bataille culturelle, il a vécu et il a produit des effets un petit peu pervers qui sont une sorte de division du travail entre ceux qui savent et ceux qui doivent agir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit, voilà, parce qu'ils ont des profils sociologiques cohérents avec ça, en disant, moi, je vous donne les infos, puis maintenant, vous faites ce que vous en faites. Moi, je conteste cette division du travail. Je pense qu'elle nous a pas aidés parce que ça crée un mécanisme aussi un peu de passivité où on attend que les infos nous arrivent, on attend qu'on nous dise quoi faire. Et alors que derrière, penser plutôt les modes d'organisation et les modes d'action qui nous permettent de changer la société, c'est vraiment une autre paire de manches. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut se lancer dans cette réflexion-là. Une réflexion que je me suis faite là tout à l'heure pendant le film, c'était de me dire, en fait, je me suis rendu compte que ça a créé de grosses émotions chez moi. Et je pense que beaucoup on peut aussi se questionner sur qu'est-ce qui nous pousse à s'investir dans le militantisme quand on n'en ressent pas un besoin vital. En soi, moi, je suis suffisamment privilégiée pour faire un travail random et ne pas trop me questionner sur les sujets du monde si j'en ai envie. Et je pense que des films comme ça, et l'art, très souvent, pour moi, a été provocateur d'une prise de conscience beaucoup plus violente que les infographies que je vois sur Insta. Et c'est un petit peu le truc, parfois, où on parle constamment de cette stratégie de submersion par l'extrême droite qui pousse à décupler les narratifs, balancer tellement d'infos qu'on ne sait plus quoi en faire. Le fait est que la gauche fait la même chose en réaction, nous submerge totalement. Et il y a peut-être ce truc où tu dis « Ah ben en fait, j'ai même plus envie de me mobiliser, de m'intéresser parce que j'ai déjà l'impression qu'on m'en demande trop en termes d'attention. » Mais oui. Et en fait, le film m'a poussé à me dire ce truc, à me dire mais parfois, un film, je pense, peut faire plus en termes d'appel à la mobilisation par l'émotion que 12 essais, 95 livres en fait. Mais non, mais moi je suis d'accord avec ça à 100%. Hein. Et pourtant j'ai écrit des livres. Mais mais justement, moi j'essaie vraiment que mon écriture et celle de mon équipe, parce que maintenant on a une collection, on fasse pas seulement du travail intellectuel, mais du travail émotionnel. Et le travail émotionnel, quelque chose qui a longtemps été mis de côté dans le militantisme, parce que c'était même vu comme un truc féminin, etc., de sensiblerie. Nous, on est là sur les faits, le réel, etc. En fait, il est essentiel. Il y a toujours eu du travail émotionnel dans les mouvements revendicatifs. Le travail émotionnel, c'est qu'est-ce qui te donne l'envie d'agir collectivement et qu'est-ce qui te donne de l'espoir dans l'idée que c'est possible. Et un essai froid, académique, qui se contente de donner des faits ou de faire des réflexions historiques et épistémologiques, ne va pas produire cet effet-là, voire même va souvent produire l'effet inverse. Et moi, je crois vraiment que ça vient de cette division du travail entre ceux qui savent et ceux qui doivent agir. Et cette division du travail, c'est vraiment, nous on sait, on va tout vous donner assez froidement,
le plus précisément possible, le plus académiquement possible. Et une fois que vous aurez toutes ces données, vous pourrez tirer les conclusions qui s'imposent. Mais ça se passe pas comme ça s'est jamais passé comme ça. L'action revendicative, les rébellions, les révolutions ne sont pas intervenues parce que les gens étaient là, bon, c'est bon, je crois que j'ai suffisamment lu sur l'exploitation au travail pour me rebeller contre mon patron. Non, c'est pas ça qui s'est produit. C'est certes, on m'a donné une grille de lecture de réalité qui fait que je comprends que j'ai pas les mêmes intérêts que mon patron, mais aussi j'ai un collectif sur qui compter, j'ai des collègues qui vont être là, on a réfléchi aux stratégies à mettre en œuvre, on s'est soutenu et du coup on a cette foi dans l'idée qu'on va gagner. Voilà. Mais ça, on voit bien que le travail ne va pas passer uniquement par des idées et par des infos, que ça va passer par des émotions, par des réflexions stratégiques, par des modalités d'action qui ont été réfléchies à l'avance. Mais est-ce que tu crois que c'est pas aussi... c'est cette absence de structuration des gens et d'organisation ne vient pas aussi d'une absence d'organisation de nos idées, dans le sens où on sait ce qui se passe, on sait ce qui nous indigne, mais récemment j'ai lu un article de quelqu'un qui expliquait qu'en gros, je me souviens plus qui l'a écrit, mais cette idée de dire on appelle les gens au renversement du capitalisme sans concrètement leur expliquer ce qui se passera derrière. Et en fait, t'es beaucoup moins intéressé à essayer de détruire quelque chose si on te vend pas une alternative qui te vend du rêve, quoi. Moi, je suis d'accord. Là, pour le coup, il y a un vrai travail d'idées à faire, peut-être un travail, on peut dire, culturel, c'est-à-dire, on dit toujours créer des nouveaux imaginaires, créer une alternative désirable. Et ça, c'est marrant parce que pas grand monde s'y colle, parce que là, ça devient un peu conflictuel. Et tu vois, mais c'est une réflexion qu'on peut avoir tous les deux, en tant que, moi aussi, finalement, je suis créateur de contenu. Tu sais bien que ton audience va dépendre aussi de ta capacité à rester à un niveau qui fait que tu vas pas perdre des gens. Du coup, tu es toujours en train de réfléchir à si je m'engage trop dans cette voie-là, est-ce que je vais pas en perdre d'autres, etc. Et j'ai l'impression que les sachants de la contestation sociale, c'est aussi des gens qui vont pas toujours prendre ce risque de dire voilà, c'est ça qu'on veut. Et et c'est vrai que nous aussi à Frustration Magazine, aussi parce qu'on savait pas, maintenant c'est un travail qu'on fait depuis cette année. Alors, on a un prochain livre d'un de nos co-rédacteurs en chef qui est économiste sur vraiment, ça serait quoi une société non capitaliste dans son organisation du travail par exemple. Là on parle que d'organisation du travail, mais du coup ça y est, on va affirmer quelque chose et on va le défendre. Et je pense que ça effectivement c'est un travail à faire, c'est un travail risqué. Et aussi, je me dis, il faut s'en méfier un petit peu aussi parce que on sait très bien que les révolutions, ou les changements sociaux fonctionnent pas parce que juste quelqu'un, pareil, il faut se méfier du primat des idées en disant j'ai le plan parfait, voilà comment ça va se passer. Non, c'est un mélange de plein de choses. C'est à la fois effectivement, il faut avoir un petit peu un plan, mais il faut aussi avoir une esthétique, il faut aussi avoir des émotions, il faut aussi avoir des référents en commun, des chansons, des films, enfin tout ça c'est vrai. Et ça. Moi, c'est pour ça, je suis d'accord avec toi, les films, les musiques créent quelque chose de parfois beaucoup plus puissant. Et moi, on essaie de faire à travers notre magazine, de réunir un peu cette esthétique, cette culture, en fait, cette culture de la contestation sociale. Et là, c'est différent de la bataille culturelle quelque part. J'ai l'impression que la bataille culturelle, on entend ça comme quelque chose de très sur le plan des idées, sur les plans d'information, etc. Et pas tant quelque chose sur le plan des affects, des émotions, de tout ce qui fait qu'on se sent appartenir et qu'on croit. Il y a une part de croyance dans tout ça, quoi. Parce que on le voit bien d'ailleurs dans le film, les gens se débattent avec ça, c'est-à-dire est-ce que j'y crois encore. Il se trouve que comme leur mode d'action ne produit aucun effet, à la fin, ça ne tient plus que comme une sorte de foi un petit peu irrationnelle, moi je trouve, particulièrement sur cet homme très engagé du côté des différentes conventions internationales, dont en fait, dès qu'on lui demande s'il a des résultats, il pleure. Pleurer, Moi je trouve que ce personnage est complètement tragique. Oui. Et en même temps, je suis un peu en colère contre lui parce que je dis mais sors de l'ONU, qu'est-ce que tu fais encore là? Essaie tire les conclusions qui s'imposent et moi j'aime pas la fin du film où il dit fuck la révolution. J'ai envie de dire ah non, gars, t'as pas le droit de dire ça parce que toi tu nous proposes justement la voie réformiste, ça ne marche pas, ça fait 10 ans que tu vas de sommet en sommet à nous dire que tu pleures et que tu pleures à chaque fois que tu sors, peut-être qu'il est temps d'avancer. Ouais, totalement. Mais ce que tu as soulevé tout à l'heure, je le trouve assez intéressant. Et c'est une réflexion que j'ai à peu près tous les jours de mon existence. C'est que peut-être que moi je suis encore au stade juste avant et je crois encore en cette idée de venez les copains, on est super gentils, vous allez voir tous ensemble, on va obtenir quelque chose de super. Le problème, c'est que la question à laquelle je m'expose tous les jours, c'est de me dire est-ce que l'universalité va toujours empêcher la radicalité ? En fait, j'ai tendance à me dire que
Enfin, en fait, le contenu que j'essaie de créer, c'est un peu le contenu que je destine à la moi d'il y a 4 ans, qui n'était pas du tout dans un milieu militant et qui aurait peut-être bien aimé avoir quelqu'un qui lui dit « Ah, tu sais pas c'est quoi ça, je vais te l'expliquer ». Et dans un ton bienveillant, parce qu'on va peut-être en parler aussi, le milieu militant n'est pas toujours... Pas bienveillant, non. Bienveillant. Et en fait, ce que je trouve difficile et ce qu'on me ramène souvent à la gueule, notamment les gens qui ne sont pas des militants très bienveillants, c'est cette idée de dire en gros ah ben du coup t'es pas du tout dans la radicalité parce que j'essaie d'éviter de sauter à des conclusions très radicales sans expliquer tout un déroulé avant, que je peux avoir encore recours à des arguments un peu légistes où j'explique des trucs par le prisme du droit. Et tu vois, par exemple, j'avais fait une vidéo une fois pour expliquer ce qu'était la police de proximité, sans dire nécessairement si j'étais pour ou contre, et on m'a dit si t'étais vraiment une gaucho, tu dirais qu'il faut abolir la police. Et moi, mon idée, c'est de dire peut-être que quelqu'un peut arriver à l'idée de l'abolition de la police si on lui parle d'abord de quelque chose qu'il peut plus concevoir dans son prisme de base. Mais c'est vrai que parfois, je me rends compte que je peux me retenir de certaines choses, et c'est notamment une question que je me suis posée quand on a parlé de la violence politique en France ces derniers temps, de me dire, je sais que si je parle de ça dans les termes et les choses qui me traversent moi, je vais perdre du monde, ou alors du monde va se sentir totalement pas concerné par ce que je raconte, et peut-être que je vais pas réussir à les happer au moment où j'avais pu leur prouver certains trucs, tu vois. Moi, je comprends tout à fait ton questionnement, et je le trouve hyper légitime, et je trouve que c'est hyper bien d'avoir sincèrement. Moi, j'ai regardé ce que tu faisais, et moi, je me retrouve complètement dans quelque chose que je trouve en fait très radical. C'est la clarté et l'accessibilité. En fait, c'est très radical. Au sens où, si tu veux faire un contenu hyper estampillé, bien de gauche, avec les étoiles rouges, le marteau, la faucille, un vocabulaire destiné aux initiés, bon, bah bravo, tu auras ta médaille, mais à la fin, qu'est-ce que tu auras accompli, tu vois? Moi, j'ai toujours ça, c'est-à-dire, à Frustration Magazine, nous, on essaie toujours d'allier, nous, c'est vraiment allier la radicalité. La radicalité, c'est voilà, prendre les choses à la racine et essayer de rêver grand, quoi, de s'autoriser à avoir des idées qui soient en décalage avec l'ordre établi. Bah, nous, on essaie de faire ça et de conserver la plus grande accessibilité possible, d'être le plus grand public possible. C'est-à-dire d'emmener des gens qui n'ont pas du tout les codes culturels et sociaux du militantisme, par exemple. Et nous aussi, hein, ça nous a valu plusieurs fois, moi régulièrement, ça arrive que des gens me disent bah, « ce que tu dis sur le capitalisme, tout le monde le sait, tous ceux qui ont lu Marx le savent ». Je suis là, oui, mais moi, en fait, les gens qui ont lu Marx, ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse à ceux qui ne l'ont pas lu parce que le plus souvent, en plus, c'est ceux qui vont être le plus concernés par la violence du capitalisme aussi. Hein. Je ne dis pas que ceux qui ont lu Marx sont que des gens hyper aisés, etc. Mais parfois, il y a un lien de causalité entre des gens qui ont un rapport très académique à la lutte sociale. C'est clairement certains milieux sociaux plus que d'autres. Donc moi, notre priorité à Frustration Magazine, c'est s'adresser à la classe travailleuse dans sa diversité. Donc c'est-à-dire y compris des gens qui n'ont pas le temps de lire des classiques et qui ne les maîtrisent pas, mais qui vont retrouver, et là j'insiste aussi sur un autre aspect que tu as évoqué, en nous quelque chose qui soit de l'ordre de l'accessibilité, de la clarté, mais aussi de la bienveillance entendue comme « je t'accueille dans mon espace, je ne te chasse pas, je ne te fais pas la leçon, je ne te parle pas comme un prof parlerait à un mauvais élève ». Parce qu'en fait, il y a beaucoup moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans les milieux militants qui sont de cet ordre, et que je trouve par moments dans ce genre d'injonction qui dit « éduque-toi », tu vois. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses en rapport avec l'éducation, et ça a beaucoup rapport au fait que les milieux militants sont surreprésentés parmi les enseignants, parmi les doctorants, etc. Et ça, c'est un petit problème sociologique. Ouais. Et c'est important de se questionner sur d'où on vient, d'où on parle. Ils le disent souvent, donc qu'ils le fassent. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, cette prééminence de l'habitus professoral dans le militantisme, c'est un énorme problème. Et ça, tous les spécialistes de l'extrême droite ou d'une façon générale de la politisation le disent. Quand la majorité des gens n'ont pas un rapport facile à l'institution scolaire. L'institution scolaire en France, elle trie, elle exclut, elle humilie. Donc en fait, la majorité des gens ne font pas d'études supérieures, n'ont pas ce rapport enchanté à l'école. Donc quand on les ramène à des codes, à des façons de parler, à des façons de s'exprimer qui rappellent en fait cet univers scolaire qui leur a été profondément hostile, qu'on le veuille ou non, eh ben ils s'en sentent exclus et on les perd. Et à côté de ça, tu as l'extrême droite qui au contraire se complaît dans un sorte de truc de genre moi je pense comme vous, je parle comme vous. Alors souvent d'ailleurs c'est complètement exagéré parce que l'extrême droite c'est vraiment la petite bourgeoisie française, mais elle arrive à singer les codes, à singer des façons de parler qui fait que du coup l'identification va parfois être plus possible vers des gens d'extrême droite que vers des gens d'extrême gauche, quand bien même sur le plan des idées on pourrait dire qu'ils sont beaucoup plus raccords
avec les intérêts, par exemple, du monde ouvrier. Mais encore une fois, la politisation, ça ne s'effectue pas que sur le plan des idées, ça s'effectue aussi sur le plan des émotions, de l'incarnation, de la voix, des mots qui sont employés. Et ce travail-là, c'est essentiel de le faire. Et moi, peut-être que je ne le fais pas suffisamment. Mais en tout cas, nous, c'est toujours une quête qu'on a. Et cette quête-là, ça ne veut pas dire que tu vas laisser tomber la radicalité derrière. Ça ne veut pas dire que parce que tu vas te rendre accessible, tu vas forcément lâcher tout. Moi, je ne crois pas. Je crois que tu peux faire les deux. Et que si tu arrives à faire les deux, ouais, là, des choses sont possibles, tu vois. Avant qu'on ait cette discussion, il y a Kenza qui est au fond de la salle, qui travaille pour le Forum et qui a organisé un petit peu ce moment, qui me demandait si j'étais stressée. Et je lui ai dit, moi, je suis un petit peu stressée à chaque fois que je dois avoir une conversation de ce genre avec un homme de gauche. Parce que je trouve qu'il y a... J'espère que t'es pas vexée. Non, pas de souci. Mais je trouve qu'il y a ce truc, et il y a de plus en plus de femmes qui se sont exprimées sur ce sujet-là ces derniers temps, justement dans ces figures très sachantes. Ce sont souvent des figures d'hommes marxistes qui arrivent sur la table en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'elle m'explique, la bourgeoise qui a rien compris à la vie, parce qu'elle n'a pas lu Marx. » Et je trouve qu'il y a de plus en plus ce phénomène... c'est souvent un argument que la droite, en fait, même les gens qui votent à droite vont nous reprocher, de dire qu'en fait, on se prétend être inclusif, mais qu'on a beaucoup de mal à parler à ceux qui n'utilisent pas les mêmes mots que nous. Et je trouve que là, ça prend un autre niveau, qui est qu'au sein même de nos groupes et de nos collectifs, il y a par exemple la créatrice de contenu Sarah Mako, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui a pris position récemment en disant en fait, si vous voulez vous engager, moi je vous conseillerais d'aller dans une asso de quartier faire des distributions alimentaires, mais jamais de rejoindre des partis politiques ou des collectifs, parce que c'est des lieux qui sont ravagés par les égos. J'ai vu ça. Et qu'on ne peut plus du tout naviguer en se sentant à l'aise en fait. Et c'est un truc que je ressens de plus en plus, c'est un peu cette crainte de jamais avoir le propos le plus subversif, radicalement parlant, qui, je trouve, parfois peut créer aussi cette forme d'épuisement, quoi, en fait. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. Je pense que c'est un énorme problème. C'est-à-dire que c'est pas rien, c'est pas un détail. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est une des causes sociologiques de même la réduction en nombre du milieu militant. Hein. C'est un milieu qui, en fait, il y a c'est étrange parce qu'alors que la colère sociale monte vraiment, que les gens sont de plus en plus révoltés, écœurés par leur travail, etc., les milieux militants, eux, comptent de moins en moins de gens en réalité. Il n'y a plus de grands partis, le syndicalisme c'est pareil. Mais pourquoi ? Mais moi aussi j'en ai fait l'expérience parce qu'en fait j'en avais marre d'être confronté à des hommes hostiles, donneurs de leçons, cassants, humiliants. Voilà. Moi quand je faisais parler avec les humiliations scolaires, en fait moi des humiliations scolaires, j'ai l'impression d'en avoir subi dans le milieu militant et d'en subir encore par moments de la part de gens qui vont dire que moi quelle frustration, comme on écrit simplement, en fait on est des vulgarisateurs, on n'est vraiment pas très malin. Moi ça m'est arrivé de recevoir de la part d'hommes de gauche des remarques sur le fait que j'étais vendeur de légumes, parce que c'est vrai que c'est un emploi que j'ai occupé et que je continue d'occuper à temps partiel. Voilà. Mais qu'est-ce qui te reproche ? Mais en fait c'était un simple truc. C'était capitaliste parce que tu vends des trucs ? Non, pas du tout. Non, c'était disqualifiant, mais vraiment sur le pur plan intellectuel, classiste comme on dit. C'est-à-dire vraiment, oui, bon voilà, ils vendent ces paniers de légumes, quoi. Et ça, je me suis dit, c'est fou. Et là, les causes, elles sont à la fois... Alors moi, je pense qu'il y a du patriarcat là-dedans, évidemment. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre du mépris de classe. Parce que, encore une fois, je l'ai dit, sociologiquement, le monde militant de gauche, c'est un monde qui est situé dans les milieux diplômés, voilà, et qui est dirigé par les milieux diplômés. Il y a quelques exceptions. D'ailleurs, quand il y a des exceptions, on est au courant, elles sont mises en avant, mais sinon, non. Et donc, du coup, c'est des gens qui ont en eux ce mépris de classe, qui considèrent que des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas lu les bons livres, qui ne les ont pas relus, qui parlent trop d'une certaine façon, qui sont trop souriantes, qui sont trop dans l'émotion, sont pas des interlocuteurs crédibles, quoi. Et ça, nous, c'est un truc qu'on reçoit beaucoup à Frustration Magazine. Et voilà. Et moi, du coup, j'essaie de travailler à pas dégager ça. Et je sais pas si j'y arrive, tu vois, dans notre interaction. Mais je pense que c'est vraiment important et de ne pas reproduire ça. Parce qu'encore une fois, en reproduisant ça, on reproduit et la violence du patriarcat et la violence de la société de classe, quoi. Tu t'es totalement inefficace. Enfin, je me dis, si t'es militant, c'est que tu crois en peut-être en ce moment de révolution et en ce grand projet collectif. Comment est-ce que tu penses le construire
tout seul. Et je trouve qu'il y a un peu cet aspect de, en fait, pourquoi est-ce que tu milites? Est-ce que tu milites pour faire une liste de bons points et pour te mettre en avant comme l'esprit le plus subversif, ou est-ce que tu milites parce que tu crois véritablement en cet idéal, quoi? Et je trouve que c'est un peu une idée qu'on perd et qui est peut-être aussi renforcée par ce truc de personnification du militantisme. Moi, des fois, je regarde mon compte Insta, je me dis, mais il y a ma gueule partout, enfin, c'est fou. Mais le fait qu'on soit obligé déjà d'incarner comme ça des idées pour les diffuser, je me dis, ça, par définition, ça crée l'individu en opposition au collectif, quoi. Je sais pas. Bah, je sais pas comment. Moi, je pense que c'est plutôt sain de trouver ça étrange de voir sa tête partout. Ouais. Moi aussi, ça me fait ça. Pour autant, justement, depuis que j'ai écrit mon bouquin sur Luigi Mangione, je me dis, bon, l'incarnation a toujours joué un rôle dans les mouvements collectifs. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des gens dont il y avait la tête partout. Alors c'est vrai qu'Instagram, typiquement, démultiplie cet effet avec les réels et tout, où on se dit, voilà, vraiment, je suis trop partout. Ça peut être agaçant. Mais je pense qu'il faut arriver à bien gérer ça, c'est-à-dire avoir une sorte de distance entre son image sociale et ce qu'on est intimement. Parce que si tu as l'impression que les deux sont mêlés, au bout d'un moment, t'exploses. Bon, ça, c'est plus de notre point de vue. Puis du point de vue des gens qui suivent ça, bah évidemment, faut toujours se dire, parce que c'est qu'une incarnation. Ces gens-là ne sont que le symbole de certaines idées. Ça veut pas dire qu'ils sont parfaits sur tous les points ou qu'il faut que je leur fasse confiance sur tout. Voilà, ça c'est vrai. Bah, je sais pas ce que t'en penses sur pourquoi... c'est un peu la question, pourquoi ces hommes, alors ça peut être des femmes aussi parfois, vont reproduire la violence en gros du capitalisme ou la violence scolaire, alors qu'ils sont censés défendre la révolution ou en tout cas le changement social. Bah, moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se revendiquent du camp du changement social, mais en fait, qui ne veulent pas vraiment que les choses changent. À qui le fait d'être une figure, ou en tout cas d'avoir un rôle dans la contestation sociale établie, donne un statut social qui est, ma foi, confortable. Un intérêt au status quo, ouais. Oui, et finalement, ils vont pas tout mettre en œuvre pour que ça arrive. Parce que finalement... bah, même eux ont une place dans la société en réalité, et cette place, c'est pas la plus désagréable. Et je pense que toi et moi, on a pu l'expérimenter aussi. Tu vois, tu peux avoir une certaine notoriété, te donne un certain pouvoir. Donc, faut savoir ce que t'en fais, et faut être au clair sur est-ce que je suis confortable là, et du coup, en fait, je vais essayer de ménager mon petit confort, ou est-ce que j'ai vraiment envie d'utiliser ça pour autre chose. Et je pense que la bonne solution, c'est de s'entourer de gens qui te disent quand tu déconnes, ou quand là t'es en train de te surprofessionnaliser. Voilà, ça je pense que c'est important, et que finalement il faut à la fois être des figures, on est obligé d'être des figures individuelles, et en même temps il faut s'insérer dans un collectif qui est toujours là pour nous ramener à quel devrait être notre rôle là-dedans, quoi. J'allais te demander du coup les edits de Luigi Mangione sur TikTok. Toi, est-ce que tu penses que c'est un outil de vulgarisation? Je sais pas, il y a des gens qui peuvent se dire, ah, ce mec est stylé, et comme il y a de plus en plus de figures politiques en vrai qui font des edits d'eux-mêmes sur leur propre compte, ou est-ce que pour toi c'est presque un truc un peu symptomatique du capitalisme de dire, ah, un acte aussi genre concret que celui de tuer un chef de grande entreprise et réduit un truc de, ah, regardez, il est super hot? Oui, moi je pense que y a deux lectures, quoi. Il y a une lecture un peu pessimiste. Effectivement, on se dit, bon bah voilà, même un acte aussi subversif que celui-là, finalement, est récupéré dans la grande machinerie capitaliste. Oui, techniquement, la figure de Luigi Mangione a fait tourner les réseaux sociaux, et donc finalement a généré du profit. Il y aura sûrement un biopic. Voilà, oui. On peut imaginer qu'il y ait des récupérations et tout. Moi, pour autant, non seulement je suis optimiste, mais aussi réaliste sur une chose, c'est que les révolutions, les révolutionnaires, les rebelles ont toujours fait vendre. Hein. Si c'était pas des vues sur TikTok, c'était des journaux. Voilà, ça c'est normal. Et ça a toujours créé une fascination. Et cette fascination, elle reste politique. En fait, oui, le style, le côté sexy du personnage est politique en réalité. En fait, encore une fois, il aurait pas fait ce qu'il aurait fait. Des Luigi Mangione, il y en a des milliers aux États-Unis. Enfin, des types bodybuildés qui sont ingénieurs et qui font des trips, qui font des voyages en Asie, en Thaïlande. Ouais, tu vas en Thaïlande, à je sais plus quelle île, t'en vois plein des Luigi, tu vois. Donc en fait, faut un peu redescendre. Par contre, il est investi d'une aura du fait de l'acte présumé qu'il a commis. Et cette aura, c'est celle de l'étrangeté. Moi, je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pourquoi ce type absolument banal quand même
même s'il concentre un certain nombre de privilèges, bien sûr, mais... Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, assez favorisé aussi. Oui, favorisé, mais moi je trouve qu'il a une banalité médiatique, c'est-à-dire que justement, les Luigi t'en voient plein à la télé, parce que la télé nous montre toujours un certain type de personnes, un certain type d'hommes, par exemple. C'est pas le weirdo sorti de... Enfin, c'est pas le mec de Columbine, quoi. Non, voilà, il a une sorte de normalité. Moi je dis d'anormal à normalité, c'est-à-dire qu'en réalité, non, tout le monde ne ressemble pas à Luigi Mangione, tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas valide, etc. Mais du coup, c'est une figure quand même assez ordinaire. Avec un parcours de vie assez ordinaire, et il a commis un acte absolument extraordinaire. Extraordinaire au sens de, je mets pas de connotation positive ou négative, je dis juste extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, qui coupe le cours normal de la vie capitaliste. Le cours normal de la vie capitaliste, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est que les dominants ne subissent jamais les conséquences et ne voient même jamais les conséquences de leurs actes. Et ça n'a pas eu lieu. Donc c'est comme un bug dans la matrice, et je pense que tout l'érotisme, même l'érotisme qui est généré par Luigi Mangione, est politique, c'est-à-dire que ça vient bien de son acte. Et quand t'érotises Luigi Mangione, en fait, t'érotises le fait que le cours normal des choses capitalistes ait été brisé. Alors ça veut pas dire que tout le monde va faire cette réflexion, et moi je suis convaincu que cette aura-là, c'est bien le résultat émotionnel d'une action politique, et que donc du coup, ça doit aussi nous permettre d'avoir peut-être un rapport un peu plus décomplexé et un peu plus réaliste à cette question d'incarnation en politique, et de se dire que oui, la politique, ça passe par des émotions, et que c'est faux de dire que les émotions, ça serait un truc de droite et les idées, ça serait un truc de gauche. Ou alors, si on se dit ça, alors c'est sûr qu'on va perdre, parce que ce qui nous fait agir politiquement ou même dans nos vies, ce sont des émotions. Enfin, je veux dire... Le sentiment d'injustice, pour commencer, c'est celui qu'on mobilise le plus, en fait. Ouais, le sentiment d'injustice, le sentiment d'être empêché, par exemple, le sentiment de frustration. C'est le sentiment d'être empêché dans sa vie, de ne pas pouvoir faire ce qu'on rêvait de faire, ce qu'on nous avait dit qu'on allait pouvoir faire, de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir se déplacer, de ne pas pouvoir rencontrer les bonnes personnes. Et quand tu as quelqu'un qui commet un acte, ou en tout cas qu'on accuse d'avoir commis un acte complètement fou, ça peut te dire, ok, il est encore possible dans ce monde où tout est réglé parfaitement, qu'il se passe des choses extraordinaires. Moi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il y a le thème de la vengeance sociale, qui est quand même un thème puissant dans le mouvement ouvrier de tout temps. C'est le thème du bandit de grand chemin qui va aller détrousser des riches pour donner aux pauvres. Voilà, ces figures-là, elles existent dans la culture populaire depuis Robin des Bois. Et ça, oui, c'est des personnages dont le charme est lié, encore une fois, à l'acte et du fait qu'en fait, ils viennent indirectement te venger de la violence que tu subis. Pour finir cette conversation, je vais reprendre la dernière phrase du film qu'on vient de voir. Fuck la révolution. Je trouve que le propos du film était assez intéressant, dans le sens où je me reconnaissais dans beaucoup de prises de position et je me disais peut-être que c'est la fin de la réflexion, c'est un truc auquel je serais amenée à penser dans 5 ou 10 ans. Je sais pas, quand j'aurai fini d'être épuisée par beaucoup de choses. Mais en fait, t'as l'impression qu'ils disent tous fuck la révolution pour des trucs assez différents. Par exemple, on a donc une militante qui a participé au panel après qui explique qu'en fait, elle croit plutôt en la force de la communication et du débat, et qu'elle pense que le salut, on le trouvera dans la communauté, et que donc il faut bien se retrouver à parler avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. Il y a ce mec qui travaillait à l'ONU qui dit notamment à un moment donné la révolution, c'est de la violence, ça coûte en vie humaine. Personne ne veut la révolution parce que personne n'a envie de vivre l'atrocité de la guerre civile, quoi, en gros. Toi, après tout ça, c'est à ce moment-là où tu es dans ta vie, c'est quoi ta conclusion ? Est-ce que ta conclusion, c'est de te dire que le travail de communication et de vulgarisation, c'est peut-être ce qui peut nous amener à la révolution ? Ou est-ce que c'est de te dire qu'en fait, on est tellement loin dans le système, justement, que la communication et la vulgarisation, c'est ce qui va nous permettre de sauver les meubles tant qu'on le peut, parce que cette révolution-là n'aboutira pas. Non, moi je pense justement la communication, la création de communautés, de recréer de la solidarité dans des lieux, recréer l'idée qu'on puisse agir ensemble dans toutes ces couches de la société, pas simplement dans des petits milieux. D'ailleurs, ils disent aussi, comme conclusion, il faut sortir de nos bulles. Oui, parce qu'on voit bien que l'activisme écologique qui est décrit, c'est vraiment un activisme de niche. Alors vraiment, sur celui qui travaille à l'ONU, c'est vraiment des gens qui sont tout le temps dans des salles de réunion, dans des décors pas possibles, qui sont pas du tout en lien avec la société. Et les deux autres activistes sont quand même dans des milieux de gens très formés, qui ont un certain profil sociologique, etc. Et ça, je pense que... Et je trouve que, si je peux rajouter sur ça, qu'il y avait presque un truc d'opposition entre les activistes
et les autres, où oui. à chaque fois qu'on voit des gens non activistes, ils sont dépeints comme très violents. Et tu vois, quand il y a ce moment où ils font un sitting et ils les empêchent de passer, et que tu as des gens qui ouvrent la porte et qui sont en mode on veut juste aller travailler, et que tu vois que c'est des travailleurs précaires parce qu'ils conduisent des camionnettes blanches, et qu'après ce truc, moi c'est le moment du film où je me suis dit, oula, je sais pas si je vais être convaincue par la suite, parce que je me suis dit, le travailleur précaire est représenté presque au même niveau que le FAF. Ah, mais moi, je suis d'accord. D'ailleurs, il y a un bizarre. truc dans le film qui m'a posé problème. Moi, c'est qu'à un moment, on voit différentes images de la montée d'extrême droite en Europe et ça nous montre les images des gilets jaunes. Moi, ça m'a énervé. Oui, ça aussi. Bah, tu vois que les gilets jaunes, ils soient mis au même niveau que les gars de Reform UK qui veulent virer les migrants. Ouais. Les manifs gilets jaunes, c'était pas pour virer les réfugiés. Hein. C'est ça. C'était bien une réaction à l'augmentation du coût du carburant, mais pas contre l'écologie, ça ils le disaient tous, contre le fait que la vie devenait invivable. Et ça, je pense que le mouvement des Gilets jaunes, il a montré ça, qu'en fait le mouvement écologiste, ça a été trop un mouvement qui était loin de la question sociale. Et d'ailleurs, beaucoup d'activistes écologiques se sont remis en question après les Gilets jaunes en France, en disant effectivement, on a été trop loin de la question sociale, on n'a pas vu qu'on ne peut pas d'abord cibler les plus précaires, sinon on va rendre l'écologie détestable. Et c'est ce qui s'était passé avec cette taxe carbone. Évidemment, si tu cibles le carburant, bah, tu cibles les plus précaires d'abord, parce que c'est des dépenses qui pèsent proportionnellement davantage sur les plus pauvres. Donc, en fait, cette prise en compte de la question sociale, il était temps qu'elle arrive, quoi. Et effectivement, ces scènes de confrontation, de blocage de route, moi j'ai déjà participé à des blocages de route. Effectivement, faut être très clair. Hein. Faut vraiment se dire, on ne bloque pas, on fait des trucs filtrants, on ne bloque pas des travailleurs précaires. C'est comme ça. Sinon, c'est incompréhensible ce que tu fais. Et eux, ils sont sur un truc. Ouais, moi je trouve qu'il y avait une opposition sociologique, honnêtement. On a quand même l'impression que les activistes écologiques vont être des jeunes gens diplômés, blancs, etc. Versus des travailleurs précaires, potentiellement racisés, et qui, en fait, à l'heure de l'ubérisation, n'ont pas le choix de livrer ou pas leur matériel. Donc ça, je pense que cette scène, elle est très révélatrice d'un truc qui est que, non, pour faire la révolution, c'est-à-dire pour emmener tout le monde vers un changement, et surtout pour se battre contre une classe dominante qui nous nuit à tous, c'est-à-dire aussi bien, de toute façon, tout le monde via le réchauffement climatique, et puis ensuite via le travail, différentes catégories de la population, pour qu'on puisse faire front tous ensemble, il faut qu'on ait des choses en commun, et effectivement, ça nécessite tout un travail d'organisation, de diffusion d'un discours où on se retrouve ces fameux intérêts communs. Ça a toujours été la grande histoire du mouvement ouvrier, mais je pense qu'il faut la restaurer. Le discours de lutte des classes que moi je le porte pas simplement parce que je pense qu'il décrit réellement la société, mais je pense aussi que c'est un discours qui peut vraiment mettre beaucoup de gens ensemble. C'est-à-dire que le discours de lutte des classes, le discours sur l'exploitation au travail, il va concerner aussi bien des cadres qui ont fait 5 ans d'études et qui subissent une énorme violence managériale, notamment psychologique, que des travailleurs précaires. Qui subissent, eux, davantage, on va dire, en quelque sorte, une violence physique et puis des pressions horaires. Et en fait, si tu mets tous ces groupes-là ensemble, tu peux vraiment obtenir du changement social. Et moi, ce changement, je pense qu'il doit être révolutionnaire, et j'entends révolutionnaire comme en opposition à réformiste. Réformiste, c'est tu penses que dans le cadre des institutions actuelles, comme cet homme qui travaille à l'ONU, qui représente les Pays-Bas à l'ONU, tu vas pouvoir obtenir des changements, des prises de conscience en faisant des super discours. Franchement, il fait des super discours. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui est très rompu à ce genre d'exercice, ça ne change rien. Ça, pour moi, c'est le point de vue réformiste, c'est toujours essayer de convaincre les dominants que c'est mieux pour eux, ou mieux pour nous, et qu'ils doivent nous prendre en pitié. Ça ne marche pas. L'action écologiste, typiquement, elle est réformiste depuis 40 ans, elle n'a produit aucun résultat tangible. Et à côté de ça, l'action révolutionnaire, c'est dire on agit hors du cadre de ces institutions, et on remplace progressivement les institutions de la bourgeoisie par nos institutions à nous. C'est ça le discours révolutionnaire. Révolutionnaire, ça ne veut pas dire je veux qu'il y ait des morts, je veux qu'il y ait du sang, je veux qu'il y ait des explosions. Non, c'est je veux faire le changement selon d'autres règles du jeu que je vais imposer moi-même, nous-mêmes, on va imposer ces règles du jeu-là, et ça n'implique pas nécessairement la violence. Par contre, oui, ça implique le rapport de force, et ça implique une certaine lecture de la société où on est collectivement unis contre une petite minorité. Et tant qu'on ne dira pas les choses comme ça, tant qu'on continuera à s'accuser mutuellement, à se blâmer, d'être responsable, à se corriger, à s'humilier, on n'y arrivera pas. Quel beau mot de la fin, en fait. Merci beaucoup. Parfait, merci à toi.